Merci beaucoup et merci de nous accueillir et de donner la parole au logement social dans la ville. Et effectivement, ça va être le thème de mon propos et surtout également de ceux qui habitent les logements sociaux, ceux pour lesquels le travail de la ville est construit. Donc je travaille aujourd'hui chez un bailleur social en Rhône-Alpes, à Lyon, et auparavant chez un bailleur très social. De cette première expérience en logement très social, j'ai été forgée professionnellement, mais surtout humainement auprès des publics réfugiés, demandeurs d'asile. Alors pas encore les réfugiés climatiques qui vont bientôt arriver, mais les réfugiés historiques, ceux qui sont encore protégés par le droit international au regard de la Convention de Genève, ceux qui ont vécu des persécutions au titre de leurs opinions politiques, de leur religion, de leur appartenance ethnique ou sociale, et ceux dont la seule présence sur notre territoire déclenche tant de polémiques et déchaîne autant l'opinion publique. Ce sont effectivement les étrangers, les sans droit, les sans toit, les sans papier et les sans nous. Donc il m'a été donné au travers de cette expérience de faire un tour du monde, un tour du monde un peu particulier, celui des persécutions et des cris de souffrance qui ont été maintes fois comptés dans les histoires de vie de ces personnes qui ont eu à raconter devant l'OFPRA l'ensemble des difficultés qu'ils ont pu subir. L'accueil inconditionnel de ces populations m'a amené à une expérience sociale innovante un peu particulière, puisqu'elle m'a amené à ouvrir une structure d'hébergement pour demandeurs d'asile dans un petit village en Ariège de 600 habitants et dans une belle bastide millénaire face aux Pyrénées, qui est aussi la patrie de naissance de Pierre Bayle, ce grand philosophe de la tolérance du XVIIe siècle, et qui lui-même, en tant que relapse, avait dû s'exiler. Ce philosophe, donc, se disait déjà à l'époque citoyen du monde, tout un symbole. Cette rencontre entre un milieu rural, des néo-ruraux, des primos-arrivants, a constitué une véritable expérience d'innovation sociale et a produit et a démontré les possibilités de mécanismes positifs d'insertion, de lien social, de solidarité, d'ouverture à l'autre et même de complémentarité économique. Mais cette expérience, elle m'a aussi convaincue, s'il en était besoin, du caractère primaire et vital d'un chez-soi, mais également de la fonction réparatrice pour ces gens qui ont connu la fuite, l'exode, la rue, les foyers, les structures d'urgence, l'isolement, d'avoir un toit sur la tête, et du besoin vital pour un individu d'avoir un lieu pour poser sa subjectivité, c'est-à-dire de poser son moi sous un toit. Et donc c'était bien là la condition première de la reconstruction pour ces individus de leur personnalité éclatée. Et donc ça a été un moment fort de cette expérience. Donc la construction, parlons-en justement. Dans un pays qui manque aujourd'hui aussi cruellement de logements qu'à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, où se loger tend à devenir de plus en plus un luxe avec 1,5 million de ménages qui sont à la recherche d'un logement, construire, c'est le premier métier d'un bailleur social, avec en moyenne 120 000 logements qui sortent de terre chaque année au niveau national et qui sont souvent des logements remarquables qui répondent à l'ensemble des contraintes réglementaires et Dieu sait si elles sont nombreuses. Le secteur du logement social, c'est 4,5 millions d'habitations à loyer modéré qui sont réparties sur tout le territoire et c'est un acteur économique clé, même si aujourd'hui il doit faire face à un certain nombre de verrous et qui doivent être levés pour passer d'une culture administrative à une entreprise de service et corriger, rectifier cette image dégradée qui nous colle au mur. Et puis aussi passer de pratiques opaques à plus de transparence dans les règles d'attribution des logements. Il faut qu'on se rappelle qu'en France, l'originalité de modèle du logement social, c'est que 70% de la population peut y être éligible, et ce qui est très différent de ce qu'on peut connaître notamment dans les pays anglo-saxons, où seules les personnes les plus démunies peuvent prétendre au logement social. En France, c'est le fondement de la mixité sociale qui, elle aussi, étant décriée, mais qui permet a priori de travailler sur les quartiers, les équilibres de peuplement. Mais ce secteur d'activité aujourd'hui est en crise, même s'il ne peut pas encore être délocalisé. On sait pourtant que certains seraient tentés de construire du logement social sur la Lune plutôt que de l'avoir dans sa commune ou dans sa rue.
Mais il nous donne l'obligation de se réformer. C'est une chance pour nous d'innover, de modifier des pratiques à l'heure de la mondialisation, de la financiarisation de la pierre et de la globalisation des économies. Donc, contrairement à ce qui peut être connu, c'est un secteur qui a très souvent fait preuve d'innovation dans l'ensemble de son histoire. On pourrait parler du Familistère de Gaudin, de la Charte d'Athènes, des immeubles du Corbusier, et plus proche de nous, des expériences qui sont menées en termes d'habitat participatif, de résidence intergénérationnelle et voire de nanotours. Un bailleur, c'est souvent un faiseur de ville, puisque les organismes HLM portent souvent la fonction d'aménageur. Écrire la ville en vocabulaire urbain, faire des rues, des places, faire passer des transports, mixer des commerces, des bureaux, des équipements, des logements, c'est toute l'ambition qui peut être portée et qui effectivement gage d'avenir. C'est bien sûr inscrire la ville dans un espace géographique, social, pour penser les modes de vie de demain qui sont propices à l'épanouissement du citoyen des années 2020, 2030 et au-delà, mais aussi la préservation des écosystèmes et conjuguer l'ensemble des contraintes. Et c'est aussi refaire la ville sur elle-même. Et là, c'est le témoignage que je voudrais partager avec vous du grand effort de rénovation urbaine qui a été fait et porté par les collectivités publiques, tout particulièrement dans la région lyonnaise et les bailleurs, et qui a permis de reloger des ménages, de casser des grands ensembles, ces stigmates architecturaux et urbains qui viennent stigmatiser les grands quartiers à la périphérie de nos villes. Et là, on est effectivement dans des éléments également d'innovation pour repenser, reconstruire des formes architecturales qui sont compatibles avec les attentes aujourd'hui du grand public et des locataires que nous logeons. Mais loger ne suffit plus. Et ce qui est de plus en plus attendu aujourd'hui des bailleurs sociaux, c'est la capacité, les compétences à participer au vivre ensemble, au lien social et à faire de la ville vivable pour tous et in fine à gérer les territoires qui sont dits hors loi aujourd'hui. L'enjeu, et ça a été le propos qui a été développé auparavant, c'est sans doute l'enjeu sociétal du vieillissement. Comment intégrer effectivement une part jamais atteinte dans l'histoire de l'humanité d'une population aussi nombreuse, âgée de plus de 65 ans, du 3e âge, du 4e âge. Comment préparer la ville avec toutes ses composantes, ses transports, mais aussi les logements, à avoir une offre adaptée aux différents besoins qui peuvent s'exprimer. Et donc, c'est aussi une réflexion sur comment on va pouvoir travailler le maintien à domicile, puisque nous allons, pour la plupart, vieillir à domicile, tout en voulant continuer à être autonome, à continuer à avoir du lien social avec les différents aidants qui interviennent auprès de la personne âgée, avec aussi l'ensemble des proches. Donc, dans ce cadre-là, on a travaillé à un projet européen qui vient effectivement tester les tablettes, l'utilisation du numérique auprès des plus de 65 ans dans une co-construction, un co-design qui permettent de développer des applicatifs qui leur permettent de vieillir, de bien vieillir à domicile et de rester en lien avec l'ensemble de leur entourage. Et puis on sait aussi que l'utilisation du numérique chez les vieillissants, c'est gage de prévention des maladies neurodégénératives et comme le démontrent certaines études actuellement. Le dernier point en termes d'innovation, de progrès, ça va être le défi de l'empowerment. La grande loi qui est en préparation sur la politique de la ville va enfin donner une orientation pour qu'on redonne plus de pouvoir aux locataires, aux gens, aux individus pour agir sur leurs conditions sociales, leurs conditions économiques, leurs conditions politiques, sur l'environnement écologique. Et c'est bien une révolution ici pour ceux qui ont à penser la ville, à travailler au sein de la ville, à travailler avec les citoyens qui habitent la ville. C'est passer d'une fonction de gestionnaire à celle de développeur social, de faire de la promotion sociale. C'est faire acte de transversalité, de réflexion globale, de mise en réseau, et c'est accompagner les citoyens dans une démarche de partie prenante qui est bien différente de ce qu'elle est aujourd'hui, qui est plutôt celle d'une relation au sujet.
C'est une vraie révolution, elle est sans doute pas aussi large que celle du numérique, mais en tous les cas, enfin, la France va se lancer dans ce grand chantier et dans cette période de crise, rendre les personnes actrices de leur destin, c'est une véritable ambition. Donc en fin de compte, et pour conclure, je dirais que le logement social, c'est certainement une idée moderne, mais qui a largement besoin de se réinventer.